Bien, bonjour à tous. Eh bien, je suis Étienne Lemarié et heureux de vous accueillir à cette nouvelle visioconférence, la 12e, sur la pandémie Covid-19. Et nous sommes heureux d'accueillir aujourd'hui le docteur Frédéric Schlemmer. Frédéric Schlemmer est maître de conférences des universités, praticien hospitalier, pneumologue à l'hôpital Henri Mondor. L'hôpital Henri Mondor fait partie de l'assistance publique Hôpitaux de Paris. Il est également enseignant-chercheur à l'Institut Mondor de recherche biomédicale, un institut INSERM, membre du groupe de recherche et d'enseignement en pneumo-infectiologie, qui est un groupe d'infectiologie de la SPLF, et il coordonne l'étude multicentrique Erducovry visant à décrire la récupération respiratoire au cours des pneumonies sévères à SARS-CoV-2. C'est-à-dire qu'il est bien placé pour nous parler aujourd'hui des séquelles de pneumonie à SARS-CoV-2, quel suivi, quelle prise en charge proposée. Frédéric, on vous écoute et merci de votre présence. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Je vous remercie de me donner l'opportunité de vous faire cette présentation sur les séquelles de pneumonie à SARS-CoV-2 en se centrant sur une approche assez pratique autour du suivi à proposer à ces malades et des conseils qu'on peut donner en termes de prise en charge avec les données actuelles à disposition. Donc tout d'abord, je voulais commencer cette présentation en parlant de deux points essentiels qui sont que les patients qui vont avoir des infections à Covid sévères hospitalisés vont avoir un risque non négligeable de réhospitalisation à court terme dans les 3 mois qui suivent, ou dans les 2 mois même qui suivent l'hospitalisation pour la Covid, avec un message récent, une publication récente du CDC, le Center for Disease Control américain, qui nous donnait ces chiffres d'un patient sur 11 réhospitalisés dans les 2 mois, avec comme principaux facteurs de risque de réhospitalisation la fragilité des malades, en tenant compte d'un âge de plus de 65 ans, l'existence de pathologies chroniques, une hospitalisation dans les 3 mois qui avaient précédé la Covid et d'une sortie de l'hôpital vers une institution ou des soins à domicile. Donc ça, c'est la première chose. Un certain nombre de nos malades qu'on a bien vus lors de leur hospitalisation sont fragiles et donc sont à risque d'être réhospitalisés rapidement. Le deuxième point, c'est l'impact de la pandémie sur la prise en charge des malades non Covid, avec un exemple assez flagrant qui est celui des patients d'oncologie, avec quelques publications qui sont parues assez récemment, et notamment une publication dans le British Medical Journal que vous avez ici. Je vais remettre le pointeur, excusez-moi. Dans cette publication récente où il était montré qu'en fonction du type de cancer, il y avait une perte de chance pour un certain nombre de malades et que selon le nombre de mois passés, on avait une augmentation significative du nombre de décès attribuables à ce délai de prise en charge. Donc c'est une problématique qu'il faut avoir en tête. Je n'en reparlerai pas, mais ça fait partie, je pense, des séquelles de la pandémie. Maintenant, je voudrais commencer par les symptômes des malades. Symptômes résiduels de la Covid, avec quelques données qui ont pu être publiées à ce jour. Ces premières données chez les patients pris en charge en ambulatoire. Vous voyez sur un nombre de patients, 53 patients interrogés à distance avec un suivi de 1 à 2 mois, des patients âgés en médiane de 56 ans, une prédominance masculine habituelle. Seulement 65% des répondants, donc qui avaient fait une forme légère à modérée de Covid, avaient retrouvé leur état de base au bout de 4 semaines. Il y a quand même plus de 10% des malades qui ont consulté aux urgences dans le mois qui suivait le diagnostic et 8% de ces malades hospitalisés. Et vous voyez qu'en termes de symptômes, un certain nombre de symptômes qui persistent plusieurs semaines après l'infection aiguë, avec bien sûr en premier lieu de la fatigue,
mais également de la dyspnée qui peut perdurer plus d'un mois et demi, de la toux, les symptômes ORL qu'on a bien décrits dans la maladie, et également un peu de douleur musculaire, de maux de tête. Maintenant, si on s'intéresse aux malades hospitalisés et qu'on regarde leurs symptômes survenus qui persistent à un mois de leur sortie d'hospitalisation, une publication assez précoce de nos collègues italiens sur des patients hospitalisés à Rome, qui s'étaient intéressés à 143 patients, dont les 3/4 avaient une pneumonie. Vous voyez ici la répartition de leurs besoins en oxygène, 54% de patients oxygénodépendants, et puis 20% de patients ayant nécessité de la ventilation mécanique invasive ou non invasive. Ces patients, à un mois de la sortie, se plaignent de la persistance de symptômes dans plus de 85% des cas, et avec une altération de leur qualité de vie dans un petit peu moins de 50% des cas. On retrouve le même type de symptômes avec en premier lieu de la fatigue, de l'essoufflement, des douleurs articulaires, des douleurs thoraciques. Et on sait que certains travaux ont souligné également que ces symptômes persistants, finalement, ne dépendent pas, ou en tout cas pas directement et uniquement, de la sévérité de l'atteinte initiale. On a même d'autres publications avec un peu plus de recul à 3 mois. Cette étude qui est assez intéressante parce qu'il y a eu beaucoup de patients interrogés. Vous voyez plus de 2000 patients, la plupart non hospitalisés. 5 à 10% des malades avaient été hospitalisés. Des diagnostics soit certains, soit cliniques. Et ces patients étaient interrogés soit via un média social, soit sur le site internet d'une fondation. Et vous voyez, on retrouve le même type de symptômes, de la fatigue chez près de 90% des patients et de l'essoufflement chez plus de 2 patients sur 3. Et dans cette étude, ce qui était intéressant aussi, c'est qu'on demandait aux patients d'auto-évaluer leur état de santé. Et vous voyez entre la partie gauche qui correspond à l'état avant la Covid et la partie droite, leur état après, vous voyez le shift important, avec 85% des patients qui considèrent qu'ils ont un bon état de santé avant et plus que 7% au décours de la Covid, avec 2 tiers des patients qui considèrent qu'ils ont une altération modérée de leur état de santé et plus d'un quart qui considèrent qu'ils ont un état de santé très altéré. Ces symptômes persistants à distance sont une réalité indéniable et on peut probablement les mettre les considérer comme ce qu'on appelle maintenant les longs Covid ou les syndromes post-Covid, dont on saura probablement expliquer l'origine de ces symptômes. Est-ce que c'est uniquement des séquelles? Est-ce que c'est encore lié à un effet du virus, des symptômes post-viraux, comme on peut les voir dans d'autres infections? La recherche est lancée sur ce sujet et il est très important de bien tenir compte de ces symptômes chez des patients qui n'ont pas nécessairement présenté des formes sévères de Covid, mais qui peuvent se plaindre de ces symptômes persistants très longtemps et qui handicapent de manière très importante leur qualité de vie. Alors cette fatigue résiduelle, est-ce qu'elle est surprenante? À mon sens, en tant que pneumologue, je dirais que non. On a tous l'habitude de prévenir nos patients atteints de pneumonie qui vont rester fatigués pendant plusieurs semaines au décours de l'infection respiratoire aiguë. Et puis, on a un certain nombre de données aussi chez les patients qui ont présenté des SDRA. Je vous ai mis ici une étude sur le devenir de ces patients dans l'année qui suit la survenue d'un SDRA. Vous voyez un nombre de patients important, plus de 700 malades. Et donc, ces patients se plaignaient dans plus de 70% des cas de la persistance d'une fatigue à 6 mois et 2 tiers des patients notaient que cette fatigue persistait même à 1 an, avec un impact important sur la qualité de vie. Et vous voyez que cette fatigue était associée à plusieurs autres éléments, du handicap fonctionnel, des troubles cognitifs, et puis de l'anxiété et de la dépression. Alors, comment évoluent ces symptômes dans le temps? On a quelques premiers éléments de réponse. Dans cette étude,
anglaise sur 384 patients hospitalisés, avec un délai médian de suivi d'à peu près 2 mois après la sortie d'hospitalisation. Sur la caractéristique de cette cohorte, c'est des patients d'âge médian de 60 ans, avec encore, comme d'habitude, une prédominance à peu près 2 tiers, 1 tiers masculine, une durée d'hospitalisation pas très longue, à peu près 1 semaine. Et puis, vous voyez ici les principaux symptômes persistants, toujours les mêmes, l'essoufflement, la toux, la fatigue et l'altération du sommeil, on n'en a pas encore parlé. Et vous voyez que parmi les différents groupes, en fonction de la sévérité initiale et des besoins en oxygène, vous voyez de la fatigue dans plus de 60% des cas, ici, pardon, et l'essoufflement à peu près la même chose, et des altérations non négligeables du sommeil. Et vous pouvez voir sur ce graphique à droite que, indéniablement, au fil des semaines, il y a une diminution indéniable de la sensation d'essoufflement, de la dyspnée chez ces patients. Donc, quand même de l'espoir d'une amélioration progressive pour la majorité des malades. Alors, si on s'intéresse aux séquelles à proprement parler, quels organes sont potentiellement atteints par le SARS-CoV-2 dans la Covid? Évidemment, le poumon en premier lieu, on y reviendra de manière approfondie, mais le listing est vraiment incomplet, mais quasiment tous les organes ont été, il a été démontré qu'à peu près tous les organes pouvaient être atteints par le virus, avec bien sûr des atteintes plus fréquentes, notamment cardiovasculaires, rénales, l'atteinte musculaire aussi importante, des troubles neuropsychiques et des atteintes neurologiques. Et donc, avant de se concentrer sur les atteintes respiratoires, qui sera l'essentiel de ce topo, je voulais faire quelques rappels sur les atteintes extra-respiratoires. Alors, concernant les atteintes cardiaques et cardiovasculaires, elles sont très certainement expliquées par l'expression importante dans ces virus du récepteur ACE2 qui permet l'entrée du virus dans les cellules. Il y a des données en cours de soumission qui sont très intéressantes sur l'effet direct du virus sur les cellules musculaires myocardiques, avec l'induction d'une fusion de ces cellules musculaires les unes avec les autres. Donc ça, c'est tout à fait passionnant. En termes de données cliniques et d'imagerie, on a eu assez rapidement des données sur les IRM myocardiques chez les malades atteints de Covid, avec des données assez inquiétantes, puisque les premières séries rapportaient un nombre d'anomalies à l'IRM très important, plus de 3 patients sur 4 touchés, avec des diagnostics de myocardite retenus dans 60% des cas, également à distance chez des patients, chez des personnels de santé, vous voyez des chiffres un petit peu moins importants, 26% de myocardites, des myopéricardites et des péricardites également. Et donc, on était quand même assez inquiet de la fréquence potentielle de ces atteintes cardiaques et des séquelles que ça pouvait laisser augurer. Mais finalement, à la fois de notre expérience clinique et puis de données un peu plus récentes, on a l'impression que ces données d'imagerie sont moins pertinentes au plan clinique. Et dans cette étude que j'ai pu voir, qui sont intéressés à des analyses autopsiques de 277 autopsies, les auteurs rappelaient que malgré tout, il s'agissait essentiellement de patients assez âgés avec beaucoup de comorbidités, que pour eux, la prévalence de myocardite réelle était beaucoup plus faible que ce qu'il avait pu être rapporté préalablement. Il y a indéniablement des anomalies histologiques cardiovasculaires assez fréquentes chez ces malades, dans près de 50% des cas, mais il y a indéniablement des biais observationnels. Je crois que le message de tout ça, c'est que les atteintes myocardiques de Covid, celles qui nous intéressent le plus, c'est celles qui ont été symptomatiques initialement, et cela nécessite bien sûr un suivi spécifique à distance. La problématique pour le cœur, pour moi, dans le cadre du suivi, est de ne pas méconnaître une atteinte myocardique sous-jacente, préexistante à la Covid.
et qui seraient à risque de se décompenser. On sait que parmi les facteurs pronostiques des pneumonies communautaires, il y a le risque cardiovasculaire dans les semaines et mois qui suivent l'agression pulmonaire aiguë, avec le risque notamment de décompenser des cardiopathies ischémiques. Et donc, l'objectif dans le suivi, c'est surtout de ne pas rater ce type de diagnostic. Et donc, dans les petits réflexes à avoir, c'est bien sûr de regarder sur le scanner s'il y a des calcifications coronaires, bien sûr d'être sensible à tout signe qui puisse faire évoquer une atteinte cardiologique. Et je pense que les explorations cardiaques ne doivent peut-être pas être systématiques, mais voilà, orientées sur les symptômes et sur les données éventuelles du scanner ou de l'histoire clinique du malade. Si on s'intéresse aux atteintes rénales, je vais en parler aussi très rapidement. Il y a une jolie revue dans Nature Review qui fait un résumé assez didactique de ces atteintes rénales au cours du Covid, avec des messages principaux qui sont que les patients qui vont présenter des atteintes rénales au cours de la Covid ont des facteurs de risque indéniables d'insuffisance rénale. C'est des patients âgés, diabétiques, hypertendus, avec des pathologies cardiovasculaires et parfois même des pathologies rénales préexistantes. Il y a un rôle évidemment de la sévérité du Covid. Il y a plus de chances d'avoir une agression rénale quand on a un Covid sévère en réanimation. Et le message essentiel pour le suivi, c'est que ces insuffisances rénales à distance, quoi qui persisterait à distance, nécessitent indéniablement un suivi néphrologique. Mes collègues néphrologues m'ont confirmé que dans la majorité des cas, ils retrouvaient des facteurs de risque préexistants et que finalement le recours à la biopsie rénale était assez rare. Maintenant, un petit mot sur les atteintes neurologiques. J'ai également pu voir passer un certain nombre de publications, tant cliniques que d'imagerie, sur les atteintes neurologiques au cours de la Covid. Un certain nombre d'AVC, des manifestations, comme on peut les voir au décours d'épisodes infectieux tels que des syndromes de Guillain-Barré, des complications neurologiques périphériques. Si vous voulez voir une étude assez bien faite, il y a une cohorte française là, récemment publiée dans Clinical Microbiology and Infection de plus de 220 patients inclus dans cette cohorte et qui donne une bonne idée sur les atteintes neurologiques associées à la Covid, avec, vous voyez, une large prédominante d'atteintes du système nerveux central avec des encéphalopathies, des AVC à prédominance ischémique, puis quand même de manière non négligeable des atteintes neurologiques périphériques qui sont quand même assez fréquemment liées à la réanimation elle-même, avec quelques syndromes de Guillain-Barré et de rares atteintes isolées des pertes crâniennes. Et puis un certain nombre de manifestations moins spécifiques dont les mécanismes ne sont pas toujours clairement identifiés. Donc ces patients, bien sûr, qui vont avoir des troubles neurologiques à la phase aiguë, vont avoir un suivi spécialisé par nos collègues neurologues et neurochirurgiens. Notre rôle est surtout de s'assurer que ce suivi est bien assuré. Enfin, un dernier mot, c'est sur les séquelles psychologiques. C'est vraiment quelque chose d'essentiel. On connaît ça bien chez les malades au décours d'un séjour en réanimation ou de la survenue d'un syndrome de détresse respiratoire aiguë. Ça a également été décrit au cours des épidémies préalables de grippe H1N1, de SRAS, de MERS. Il y a d'ailleurs une étude assez récente parue dans le Lancet Psychiatrie qui montre ici la fréquence en rouge des complications neuropsychiques chez les malades atteints de Covid comparativement à des malades atteints de grippe. Et vous voyez quand même que la fréquence des pathologies psychiatriques, de troubles de l'humeur et de troubles anxio-dépressifs est plus importante dans la Covid qu'au décours d'une grippe. Ces troubles et ces séquelles psychologiques, elles touchent bien sûr les patients, mais elles touchent aussi de manière importante les personnels médicaux et paramédicaux, avec des données chinoises
chez les soignants, que je ne détaillerai pas ici, et puis une étude menée par Elie Azoulay, qui connaît très bien cette thématique chez les patients de réanimation et qui, lui, s'est centré sur justement ces séquelles psychologiques chez les soignants de réanimation, avec une incidence non négligeable de troubles anxio-dépressifs et de syndrome de stress post-traumatique. Alors, les échelles sont pas bien visualisées, hein, mais c'est 20% ici, 15% au milieu et 40% en bas. Donc, voilà, tous les personnels ne sont pas touchés de la même manière, mais c'est quand même effectivement quelque chose d'historique qu'on a dû vivre, et ça a pu être poignant pour un certain nombre d'entre nous, et donc c'est quelque chose qui nécessite aussi une prise en charge et un suivi spécifique. Alors si on se concentre maintenant sur les séquelles respiratoires au décours d'une Covid, on peut se poser un certain nombre de questions. Je ne les ai pas toutes listées ici, mais bien sûr, quel suivi proposer, quand est-ce qu'il faut revoir les malades, comment, qui exactement, quelle évolution on peut s'attendre à voir à court, moyen ou plus long terme, quels sont les facteurs de risque d'évolution défavorable, est-ce qu'on doit s'inquiéter finalement devant des anomalies radiologiques persistantes au décours d'une forme sévère à type de SDRA ou d'une pneumonie très hypoxémiante. Quelles explorations complémentaires il est raisonnable d'envisager devant ce type d'anomalie radiologique ou fonctionnelle qui persisterait à distance? Et puis bien sûr la question de savoir est-ce que on a des moyens d'améliorer ou d'optimiser la récupération des malades, notamment si ces malades ont un retentissement fonctionnel significatif. Et puis, à quoi est-ce qu'il faut penser devant une dyspnée résiduelle qui serait disproportionnée ou inexpliquée par rapport aux anomalies radiologiques pulmonaires? Quelles étiologies, quelles explorations? Voilà, tout ça dans l'état. Alors, on peut déjà se poser la question, quels sont les patients les plus à risque de séquelles pulmonaires? Alors, je propose tout d'abord de les classer en fonction de la sévérité de leur atteinte initiale. On a vu des formes légères, le plus souvent sans pneumonie, ou des pneumonies modérées qui ont été pris en charge en ambulatoire. On a vu tout à l'heure qu'un certain nombre de patients se plaignaient de symptômes à distance. Et puis le gros des malades chez qui on est le plus inquiet d'authentiques séquelles respiratoires, en tout cas fonctionnelles respiratoires, c'est bien sûr les patients hospitalisés avec des formes sévères de pneumonie ou des formes, ce que j'appellerais très sévères, avec des SDRA pris en charge en réanimation. Et donc, vous voyez que, en fonction de la sévérité de ces atteintes, il y avait bien sûr une oxygénodépendance croissante avec la sévérité, et puis des supports ventilatoires, respiratoires variables également en fonction de la sévérité de l'atteinte. Et donc, quels sont les autres facteurs qui pourraient potentiellement favoriser les séquelles? Il y a probablement l'âge, sans doute aussi des prédispositions génétiques. Le professeur Crestani en avait parlé dans sa présentation il y a quelques semaines. L'existence de pathologies sous-jacentes, notamment bien évidemment des pathologies respiratoires sous-jacentes, les patients atteints de pneumopathie interstitielle. On a vu quelques données publiées récemment sur la sévérité plus marquée de la Covid chez ces malades-là. Peut-être aussi des malades qui présenteraient de la BPCO, ou en tout cas de l'emphysème. Bien sûr, les malades immunodéprimés qui risquent d'avoir un défaut de clairance du virus, peut-être une inflammation plus prolongée et plus de dégâts, ou un défaut de réparation. On a évoqué le type de support ventilatoire, les débits d'oxygène qui parfois peuvent être néfastes. L'aspect éventuellement de l'atteinte radiologique initiale, on reviendra là-dessus un petit peu après. Et puis, bien sûr, l'effet des traitements reçus à la phase aiguë. Est-ce que certains de ces traitements sont bénéfiques à long terme ou au contraire néfastes?
Est-ce que on va observer maintenant avec la généralisation de l'utilisation des corticoïdes un effet bénéfique de ces corticoïdes à distance? J'en suis pas sûr. Voilà tout ce qui représente des marqueurs indirects de la sévérité initiale, tels que la durée de l'oxygénothérapie, la durée de l'hospitalisation, et j'en passe. Alors, on peut déjà regarder un petit peu en arrière et se dire qu'est-ce qu'on sait des autres épidémies de coronavirus, MERS ou SARS-CoV. Je ne vais pas détailler l'ensemble de ces données. Il y a une méta-analyse assez récente qui résume assez bien les choses. Vous voyez, dans la partie supérieure de cette table, la fréquence de troubles de la diffusion et de syndrome restrictif chez les malades. Ici, l'altération de la DLCO qui est autour de 30% dans les 6 premiers mois et qui diminue un petit peu, mais restant au-dessus de 20% au-delà de 6 mois. Et puis des syndromes restrictifs également entre 10 à 20%. Ils nous disent aussi dans cette étude que le retentissement neuropsychique est également important chez ces malades. Vous voyez des syndromes de stress post-traumatique à près de 40% des patients atteints, de la dépression, de l'anxiété chez à peu près un tiers des malades. Ici, vous avez représenté le retentissement fonctionnel évalué par le questionnaire SF36. Vous avez en orange les patients qui ont eu un Covid depuis 6 mois et ceux qui l'ont eu depuis plus de 6 mois. Vous voyez une altération très importante de la qualité de vie de ces malades comparativement à des patients ayant des comorbidités en rouge, des patients sains en bleu. On a également des données sur le suivi à très long terme de ces malades. Ici, l'épidémie de SARS qui date donc de 2003. Il y a dans cette étude le suivi d'une soixantaine de malades sur près de 15 ans. Et vous voyez avec des syndromes entre 2 ans après la survenue de la pneumonie virale, avec des troubles de diffusion dans un tiers des cas. Et finalement, 15 ans après, un peu plus de 10 ans après, plus beaucoup de syndromes restrictifs et la persistance quand même un petit peu de troubles de la diffusion, mais finalement une instabilité fonctionnelle à long terme et également une stabilité des anomalies scanographiques au-delà de 2 ans. Donc la récupération, elle se fait dans les premiers mois et probablement dans la première année, mais ensuite les choses se stabilisent. Alors, avec ces données qu'on avait à disposition, la Société de pneumologie de langue française a essayé de proposer un suivi, des conseils de suivi pour les patients atteints de pneumonie à SARS-CoV-2, avec une approche assez didactique basée sur ce qu'il faut proposer en fonction de la sévérité initiale de l'atteinte, à la fois pour les formes légères ou modérées prises en charge en ambulatoire, ou les patients hospitalisés ou les plus sévères ayant présenté un SDRA. Les principaux messages, c'est qu'il faut centrer la démarche autour des symptômes du malade et notamment de la dyspnée, qui peut bien sûr être évaluée par les scores et les échelles qu'on connaît bien, mais également l'utilisation d'une échelle visuelle analogique qui est très simple et facilement reproductible pour juger de l'amélioration progressive de ces malades et pouvoir leur dire, mais vous voyez, vous vous améliorez malgré tout avec le temps. Bien sûr, cela doit être couplé à la mesure de la saturation percutanée en oxygène, au repos, éventuellement à l'effort, si les patients se plaignent d'être très essoufflés à l'effort. Au moindre doute, puisque ce suivi sera majoritairement assuré par nos collègues généralistes, il faudra que un avis pneumologique soit pris chez des malades très dyspniques qui ne s'amélioreraient pas au fil des semaines ou qui auraient des anomalies de la saturation, pour qu'ils puissent avoir des examens complémentaires, une imagerie thoracique bien évidemment, des épreuves fonctionnelles respiratoires et un test de marche
pour rechercher une désaturation à l'effort qui est bien évidemment un critère de gravité. Pour les patients hospitalisés, il a été recommandé de réévaluer de manière systématique ces malades à 3-4 mois et bien sûr, plus si ces malades ont une dyspnée persistante ou qu'ils ont présenté une forme sévère de pneumonie. Et pour ces malades, on est un peu plus agressif sur le suivi à proposer avec une imagerie, un scanner thoracique systématique à 3 mois. C'était ce qui avait été proposé par la Société française de radio. Des EFR, bien sûr, ce d'autant s'il y a des anomalies au scanner ou une dyspnée persistante, et puis d'autres examens qui vont être demandés au cas par cas. Dans les formes les plus graves, il est également suggéré qu'une évaluation plus précoce peut être intéressante, et bien sûr avec des explorations qui pourront être plus poussées chez certains malades plus graves. Deux, trois petites remarques. On a voulu alerter sur le risque potentiel de maladie thromboembolique qui pourrait survenir dans les semaines qui suivent la sortie du malade. On a beaucoup parlé de thrombose et de Covid. Et donc, je pense que plus que de traiter de manière un peu large tous ces malades qui sortent, il faut surtout être attentif aux moindres signes évoquant une éventuelle maladie thromboembolique. En pratique, je trouve que la fréquence de ces épisodes secondaires est tout à fait faible. J'en ai parlé tout à l'heure, l'importance de bien relire les imageries initiales à disposition, notamment les scanners, pour rechercher des incidentalomes qui nécessiteraient une prise en charge spécifique. Les calcifications coronaires, on en a parlé tout à l'heure. Et puis, bien sûr, l'importance de l'évaluation du retentissement psychologique et de la qualité de vie des malades. Et pour ça, je pense qu'il faut vraiment s'aider de questionnaires. Les malades ont parfois du mal à verbaliser leur ressenti, et les questionnaires sont vraiment une aide importante pour pouvoir mettre en place des mesures spécifiques et un suivi. Enfin, il faut tenir compte déjà de la fréquence quand même de patients en surpoids ou obèses qui ont des facteurs de risque de syndrome d'apnée du sommeil, et puis comme on l'a vu, des perturbations du sommeil assez fréquentes au décours de la Covid, et finalement une grande rentabilité des explorations du sommeil devant des symptômes évocateurs, et puis un certain nombre de malades au décours d'une agression aiguë peuvent développer des dyspnées en lien avec un syndrome d'hyperventilation qu'il faudra également savoir évoquer. Alors, bien évidemment, le problème de tout ça, c'est qu'on est face à un certain nombre de difficultés, d'avoir un nombre de patients très important. Au cours de la première vague, tous nos hôpitaux, en tout cas, ça a été le cas en région parisienne, se sont quasiment arrêtés de s'occuper des malades non Covid, et un certain nombre de malades ont été perdus de vue ou ont pris du retard dans leur suivi, donc il a fallu relancer la machine l'été dernier. Et puis très rapidement, on a été confronté à la seconde vague. Tout ça, associé à l'épuisement professionnel, fait que la mise en place de suivi a pu parfois être difficile et nécessiter vraiment des efforts communs pour pouvoir revoir le maximum de malades qui le justifiaient. Alors, dans ces conseils, ces recommandations, on a évoqué ce problème de manière un peu anticipée, et on a effectivement considéré qu'il fallait peut-être prioriser le suivi de certains malades, les plus sévères, ceux qui avaient une évolution fibrosante de leur pneumonie ou qui gardaient des symptômes très importants à distance, ou des facteurs de risque tels qu'une pathologie respiratoire sous-jacente. L'objectif de tout ça, c'est bien sûr d'identifier les malades qui vont tirer un bénéfice de la prise en charge qu'on va pouvoir leur proposer avec des interventions précoces, diagnostiques et thérapeutiques, et puis surtout les orienter vers de la réhabilitation, nos collègues kinésithérapeutes, des programmes d'activité physique, la prise en charge nutritionnelle ou le soutien psychologique nécessaire au cas par cas. Et puis, bien sûr, un suivi à distance pour pouvoir évaluer l'évolution des choses dans le temps.
Il a également été fortement suggéré dans cette idée qu'il était indispensable de décrire au mieux l'évolution à distance de cette nouvelle maladie, d'inclure les malades dans des cohortes et la Société de pneumologie de langue française a même mis en place une métacohorte qui va avoir comme objectif de regrouper un nombre très important de malades pour pouvoir préciser finalement quels malades sont le plus à risque de mal évoluer, quelle est l'influence des interventions qu'on va proposer sur l'évolution de ces malades. Alors un mot important, c'est de prendre en charge précocement ces malades au cours de leur récupération. Il y a des données qui montrent que le retentissement fonctionnel à la sortie d'hospitalisation chez ces malades est vraiment important et les sociétés américaines et européennes se sont liées pour rendre ces recommandations qui suggèrent que la réhabilitation motrice doit être précoce, elle doit même débuter dès l'hospitalisation. Alors on pense bien sûr aux malades de réanimation en premier lieu qui ont présenté des neuropathies de réanimation sévère. Il faut recommander une activité physique précoce aux malades, et ce, de manière sereine, même en l'absence d'évaluation d'une éventuelle désaturation à l'effort. Les conseils que je donne, moi, c'est vraiment de reprendre une activité rapidement, dès la semaine qui suit le retour à domicile, avec une intensité progressivement croissante, sans forcer, mais vraiment, on a l'impression que ça aide énormément les patients à récupérer. Il y a bien sûr la nécessité d'un suivi fonctionnel, on en a déjà parlé, d'évaluer précocement les besoins de réhabilitation, et donc il suggérait, vous voyez, dès 1 mois et demi ou 2 au décours de la Covid. En pratique, nous, localement, on a eu besoin de libérer les lits d'hospitalisation aiguë, et on a beaucoup sollicité nos services de réhabilitation, et donc on a, je vais vous le remontrer après, mais près d'un patient sur 2 qui est parti en réhabilitation au décours de son hospitalisation, parfois pour une durée très brève, mais on a vraiment le sentiment que cette réhabilitation précoce a rendu énormément de services aux malades. Encore une fois, la part belle au questionnaire et au programme d'activité et de soutien nutritionnel ou psychologique. Donc ces altérations fonctionnelles, bien sûr, elles touchent la fonction respiratoire. On a quelques données qui ont été publiées, des données à la sortie immédiate des patients de leur hospitalisation, avec bien sûr un lien entre la sévérité du retentissement fonctionnel et l'existence d'une pneumonie ou de sa sévérité. Vous voyez dans cette étude, chez les patients qui avaient une pneumonie sévère en gris, que près de 50% des patients avaient un syndrome restrictif et un trouble de la diffusion dans plus de 80% des cas. Alors bien sûr, une pneumonie non sévère, on retrouvait plus que un peu plus de 40% de troubles de la diffusion et une vingtaine de pourcents de syndrome restrictif. Mais malgré tout, des anomalies assez importantes. Bon, bien sûr, on n'a pas l'habitude de faire des EFR à nos patients qui ont une pneumonie à leur sortie d'hospitalisation. On trouverait probablement aussi un retentissement fonctionnel non négligeable. D'autres données, à 1 mois cette fois-ci de la sortie d'hospitalisation, l'équipe de l'hôpital Bichat à Paris, qui a publié aussi assez rapidement une cinquantaine de malades qu'ils ont revus à 1 mois de leur sortie d'hospitalisation, avec également des syndromes restrictifs et des altérations de la diffusion chez un nombre non négligeable de malades, avec bien sûr un impact de la sévérité initiale. Et donc c'est ce retentissement fonctionnel est avant tout retrouvé chez les patients qui avaient des formes modérées ou sévères de pneumonie. On avance, on est à 3 mois, une étude très récemment publiée dans Thorax, qui portait sur une cohorte canadienne de Vancouver, qui a porté sur 60 malades, alors toujours des patients d'une soixantaine d'années, une prédominance masculine, des patients avec évidemment une atteinte respiratoire fréquente à l'admission, près de 80%. Vous voyez ici la durée d'hospitalisation moyenne était un petit peu plus longue que dans l'étude de tout à l'heure, 10 jours d'hospitalisation en moyenne avec 80% de patients oxygénodépendants et
environ 20% de ces malades avaient nécessité une prise en charge en réanimation. Et donc on voit ici des chiffres un petit peu différents quand même de ce qu'on peut voir chez les malades ambulatoires. L'évaluation de la dyspnée est peut-être différente. Vous voyez, les patients, je vous rappelais qu'il y en avait 77% qui avaient une dyspnée à la phase initiale. Finalement, à distance, à 2-3 mois, il y en avait plus de 20% qui se plaignaient d'une dyspnée. Par contre, ils retrouvaient des anomalies fonctionnelles dans 58% des cas, avec un trouble de la diffusion chez un patient sur 2. Et parmi ces patients qui avaient des troubles de la diffusion, un petit peu moins de la moitié de ces malades avaient un syndrome restrictif associé aux troubles de la diffusion. Des troubles ventilateurs obstructifs assez peu fréquents. De mon expérience, c'est quand même le plus souvent des patients qui ont des BPCO non diagnostiqués qu'on découvre au moment où on leur fait leurs EFR. Et puis, une proportion finalement assez faible de patients ayant un retentissement très marqué à l'effort, avec ici une désaturation au test de marche inférieure ou égale à 88% chez 7% de ces malades. En termes d'anomalies scanographiques, également une fréquence très importante d'anomalies qui dépassait 10% du volume pulmonaire chez plus de 55% des malades. Et bien sûr, ce d'autant chez des patients initialement oxygénodépendants ou qui avaient nécessité de la réanimation et de la ventilation mécanique. Les anomalies radiologiques les plus fréquemment retrouvées, c'est du verre dépoli persistant, mais bien évidemment nettement amélioré par rapport à ce qui existait au départ, et puis des réticulations, et vous voyez finalement très peu de scanners normalisés entre 2 et 3 mois. Ils en retrouvaient 12% dans leur cohorte. Et dans cette étude, ils ont aussi essayé de voir un petit peu quels étaient les facteurs potentiellement prédictifs de ces troubles fonctionnels, d'atteinte de la DLCO, d'atteinte radiologique. Ils ont pu montrer que la durée d'oxygénothérapie était corrélée à l'altération de la DLCO qu'on pouvait observer à distance, et également le score d'atteinte radiographique, mais par contre, la durée de cette oxygénothérapie n'était pas corrélée à la dyspnée à distance. Par contre, la dyspnée, elle, était corrélée à la sévérité, à l'existence ou non d'une altération de la diffusion. Vous voyez que les patients à droite ici qui ont une DLCO normale à distance sont moins dyspnéiques que ceux qui ont une DLCO anormale. Alors, ces troubles de la diffusion peuvent bien sûr être en lien avec un syndrome restrictif. C'est sûr que ne regarder que la DLCO sans s'intéresser au rapport DLCO sur volume alvéolaire ou KCO ne donne pas toutes les réponses. Et donc, dans cette lettre, certains auteurs attiraient l'attention sur le fait que la perturbation de la DLCO n'était probablement pas uniquement liée à la perte des unités alvéolaires et que les anomalies de la DLCO qu'on observait chez les patients atteints de Covid sévère laissaient suggérer qu'il y avait soit une altération de la membrane alvéolo-capillaire surajoutée, soit une altération ou une diminution du volume sanguin pulmonaire, c'est-à-dire du lit capillaire, et qu'il pouvait y avoir un intérêt à mieux caractériser ces anomalies de la diffusion, avec d'une part des techniques d'EFR plus poussées telles que la double diffusion avec la diffusion du monoxyde d'azote qui donne une bonne appréciation de l'atteinte capillaire, ou bien certaines techniques d'imagerie qui peuvent également confirmer l'existence d'une atteinte vasculaire ou en tout cas microvasculaire. Et donc il y a effectivement eu un certain nombre de publications qui ont montré l'intérêt de certaines techniques radiologiques. Ici, le scanner à double énergie qui montre bien l'hypoperfusion périphérique ici en bleu qu'on a pu voir décrite également sur les données autopsiques des malades avec vraiment cette atteinte
endothéliale, cette atteinte des capillaires, et puis ici des images de scintigraphie qui montrent également le même type d'anomalie. Alors pour en revenir sur les facteurs qui pourraient laisser suggérer qu'il y ait plus de risques de séquelles à distance, il y a bien sûr la sévérité de l'atteinte scannographique à la phase aiguë. Alors simplement, je rappelle quand même que le scanner, on l'a intenté, on sait que au moment où les malades s'aggravent en cours d'hospitalisation, parfois assez rapidement, il peut y avoir une évolution rapide de ces images et on est souvent surpris à renouveler les scanners une semaine ou 10 jours après le scanner initial et on voit que les images ont nettement évolué. Donc, une image scannographique à intenter voilà, doit être corrélée aussi à l'évolution clinique du malade. On a bien sûr, en tant que pneumologue, la crainte essentielle, c'est celle du développement d'une fibrose potentiellement irréversible. Et on a pu voir chez un certain nombre de malades des évolutions fibrosantes indéniables de leur pneumonie virale, comme chez ces malades-là, où on voit bien l'apparition de bronchiectasie de traction. Cela, vous voyez, dans un délai assez rapide. Je pense qu'il est important, justement, chez les patients qui vont rester hospitalisés et oxygénodépendants de manière un petit peu prolongée, de ne pas hésiter à refaire des scanners chez ces malades pour éventuellement dépister cette évolution fibrosante qui peut laisser place à la prescription éventuelle de traitements spécifiques, la reprise de corticoïdes, éventuellement à forte dose, même si on a toujours un doute sur le bénéfice réel pour ces malades. Mais c'est des questions qui se posent. Ces malades qui ont ce type d'évolution peuvent donc nécessiter ce type de prise en charge et surtout nécessiter indéniablement d'être suivis de manière rapprochée suite à leur sortie d'hospitalisation. Il y a un certain nombre de descriptions également dans la littérature. Je vous ai montré quelques cas personnels. D'une part, de pneumonie organisée prouvée histologiquement entre l'aspect des images qu'on a pu voir chez nos patients Covid et ces lésions histologiques de pneumonie organisée. On sait tous que la pneumonie organisée est une maladie potentiellement corticosensible. Donc, est-ce que ces évolutions fibrosantes ne sont pas les mêmes que celles qu'on peut voir dans les pneumonies organisées cryptogéniques, parfois fibrosantes? Et puis, des descriptions également d'évolutions assez dramatiques chez un certain nombre de malades. Ici, un malade avec un pneumomédiastin et un aspect décrit par les auteurs comme un rayon de miel, l'apparition de lésions en rayon de miel assez rapide. Parce que les données histologiques qu'on a à notre disposition, c'est quand même majoritairement celles de patients malheureusement décédés de la Covid. Et donc, on a quand même le sentiment que c'est essentiellement des lésions de dommages alvéolaires diffus telles qu'on peut observer dans le SDRA. Alors, bien sûr, avec peut-être une petite spécificité de la Covid avec cette atteinte microvasculaire. J'ai également pu voir passer une publication qui montrait une atteinte diaphragmatique chez une proportion non négligeable de malades. Mais voilà, on a moins de données chez les malades qui ne sont pas décédés ou dans une situation dramatique. Alors, j'en reviens maintenant à la prise en charge thérapeutique de ces malades qui présentent des séquelles respiratoires à distance. Vous avez bien compris qu'on se posait un certain nombre de questions sur le type d'exploration à proposer, les diagnostics à évoquer et la prise en charge thérapeutique. Et donc, il y a un groupe d'experts de la Société de pneumologie langue française qui a travaillé sur la question et qui a essayé de répondre à un certain nombre d'interrogations que les pneumologues ou les cliniciens pouvaient se poser. De manière, à la manière d'un questionnaire Delphi,
ces propositions ont été validées par un certain nombre de pneumologues. Et donc, les principaux messages de cet article que je vous invite à consulter, il est accessible sur le site de la SPLF. C'est d'une part que toute dyspnée inexpliquée après le bilan fonctionnel recommandé à 3 mois, il va falloir évoquer un certain nombre de diagnostics, tels qu'une anémie, une maladie thromboembolique, une origine cardiaque, un déconditionnement musculaire qui est bien évidemment très fréquent chez ces malades, le syndrome d'hyperventilation, on en a parlé tout à l'heure, et également cette atteinte diaphragmatique, même si en pratique on a l'impression que sa pertinence clinique est assez faible. Et puis, si on n'a pas d'explication évidente, il y a un intérêt indéniable aux épreuves d'effort à la VO2 max pour essayer de mieux préciser l'origine de cette dyspnée qui est souvent multifactorielle, un peu d'atteinte respiratoire, du déconditionnement musculaire, et puis parfois voilà, une orientation vers une origine cardiaque qui aurait pu ne pas être suspectée. Bien sûr, également, ces experts ont souligné à nouveau l'importance de la réhabilitation respiratoire, et ce, chez tout malade qui reste symptomatique, y compris finalement avec des EFR ou un scanner subnormal. Ça n'empêche pas de faire bénéficier de ces malades, à ces malades la réhabilitation. On va bien sûr avoir une difficulté en termes d'accessibilité de nos structures de réhabilitation qui sont déjà assez souvent débordées en pratique courante, donc l'afflux massif de malades peut être problématique. Et puis, bien sûr, la nécessité d'une prise en charge globale, incluant le versant psychologique. Enfin, en cas d'anomalie scanographique qui ne s'améliorerait pas ou qui s'aggraverait ou qui apparaîtrait, il faut avoir une démarche pneumologique assez habituelle avec, bien sûr, les tests fonctionnels respiratoires, EFR et tests de marche, proposer assez facilement une endoscopie bronchique et un lavage bronchoalvéolaire qui peut donner un certain nombre d'informations, notamment en termes de décision thérapeutique chez ces malades. Ne pas hésiter non plus à faire des bilans auto-humains chez ces malades. On a pu avoir des cas de connectivité, d'atteinte respiratoire qui pouvaient être découvertes ou prises pour de la Covid. Rater ce genre de dispositif. Une fois qu'on aura ces éléments de réflexion supplémentaires, ne vraiment pas hésiter à discuter ces dossiers de manière multidisciplinaire, comme on a l'habitude de le faire pour nos pneumopathies interstitielles, avec notamment la discussion de l'intérêt potentiel de la corticothérapie orale, qui doit rester le traitement de première intention, et qui, si son indication est retenue, nécessitera une réévaluation à court terme pour juger de son bénéfice. Et puis, c'est que secondairement qu'on pourra éventuellement discuter de traitements expérimentaux, donc, puisqu'ils n'ont pas habituellement l'autorisation mise sur le marché pour ce type d'indication. Les traitements antifibrosants, et ce, dans le cadre, tant que possible, d'un essai clinique. Et donc, on a un essai clinique qui teste notamment l'efficacité du nintédanib, qui est donc un des traitements qui a montré son bénéfice dans le traitement de la fibrose pulmonaire idiopathique. Et donc, le professeur Crestani de l'hôpital Bichat a obtenu un financement pour mener cette étude sur l'intérêt potentiel de ce traitement dans ces formes de fibrose post-Covid, avec des critères d'inclusion qui sont assez larges, des patients adultes qui présenteraient des anomalies à type de lésions fibreuses sur le scanner, donc des réticulations, des bronchiectasies qui occuperaient plus de 10% du volume pulmonaire, et puis une altération associée de la DLCO inférieure à 70%. Et donc, il est possible de proposer l'inclusion de ces malades, de tels malades dans cette étude, jusqu'à 1 an après l'apparition des symptômes de Covid. Alors, on va illustrer un peu ce type de prise en charge avec deux exemples. L'un d'une patiente d'une 60aine d'années, sans comorbidité, qui a été prise en charge pour un SDRA d'emblée sévère, compliqué d'une embolie pulmonaire et de multiples surinfections.
qui avait été ventilé mécaniquement pendant 6 semaines avec un sevrage de l'oxygène le 13 mai. Et cette patiente n'avait pas reçu de traitement spécifique, hormis bien sûr les anticoagulants, pour la Covid. Elle a été admise en SSR où il y est resté presque un mois et on l'a réévaluée de manière assez précoce à un mois et demi de sa sortie. Et donc à un mois et demi de la sortie, vous voyez le scanner thoracique ici qui montre que ces lésions très étendues avec possiblement des bronchiectasies au sein de ces plages de condensation qui étaient bien évidentes sur son scanner effectué quelques jours avant sa sortie, que ces lésions sont quand même nettement améliorées et ont quasiment complètement régressé, mais il persistait bien sûr des anomalies fibreuses sous-pleurales dans les territoires les plus sévèrement atteints 2 mois après sa sortie. Et donc cette patiente, un mois et demi, 2 mois après sa sortie, était encore très essoufflée et puis avec un retentissement fonctionnel marqué puisqu'elle avait une DLCO inférieure à 50%, un syndrome restrictif. Elle ne désaturait pas au test de marche, mais avec une distance de marche très diminuée, un petit peu d'HTAP à l'échographie cardiaque, et puis l'impossibilité de lui faire une épreuve d'effort avec une limitation des dictées cardiaques et musculaires, la découverte d'un syndrome d'apnée du sommeil sévère pour lequel elle va être appareillée. Et donc, on s'est posé la question de l'intérêt éventuel chez cette patiente d'une cure de corticoïdes, en sachant qu'on était peu tenté chez une dame qui avait quand même fait pas mal de complications infectieuses en cours de réanimation, et puis surtout qui s'améliorait quand même spontanément de manière assez spectaculaire au scanner. Mais on a quand même fait un lavage broncho-alvéolaire qui a retrouvé une alvéolite, mais finalement à prédominance macrophagique. Et donc, avec l'ensemble de ces éléments, on a convenu qu'on n'allait pas ne pas mettre de corticoïdes et réévaluer la patiente à distance. Et donc, vous voyez, on l'a revue à M5 de sa sortie. Elle restait encore assez essoufflée, mais voilà, une amélioration fonctionnelle vraiment impressionnante, avec une quasi-normalisation de sa diffusion, la correction de son syndrome restrictif, une amélioration de sa distance au test de marche, la disparition de l'hypertension pulmonaire, et puis finalement une VE2 max qui s'était normalisée. Mais voilà, des symptômes qui pouvaient laisser penser que la patiente avait éventuellement un syndrome d'hyperventilation. Donc pour l'instant, une évolution spontanée assez favorable, même si la patiente se plaint encore d'un essoufflement important. Elle aura sans doute un bénéfice à tirer d'une nouvelle réhabilitation et que pour l'instant, on a souhaité temporiser puisque la patiente s'améliore vraiment. Un autre exemple qui je trouvais assez marquant, c'est un patient moins sévère qui a quand même été hospitalisé pendant 3 semaines avec une oxygénorécurrence jusqu'à 9 litres par minute, un traitement par anti-L1 dans le cadre d'un essai thérapeutique, avec des difficultés de sevrage en oxygène qui ont conduit à renouveler son scanner thoracique qui avait été fait à l'entrée. Et vous voyez avec une évolution, comme on le voit assez fréquemment, avec ces opacités rétractiles sous-pleurales, volontiers sèches de bronchiectasie, et qui avait conduit à lui prescrire des corticoïdes qu'il aurait dû continuer après sa sortie, mais qui finalement était assez rapidement sevré après l'arrêt de l'oxygénothérapie. Et donc ce patient, on l'avait également pisté, on l'a revu précocement. Et donc lui, à 6 semaines, il se plaignait encore d'une dyspnée MRC1, avec également un retentissement fonctionnel très marqué. Et vous voyez une désaturation profonde au test de marche. Et donc ce patient a effectué son scanner qui montrait encore la persistance de plages de verre dépoli assez marquées, avec toujours ces lésions fibreuses, un peu de condensation. Et donc on a adopté la même attitude, on lui a proposé une endoscopie bronchique avec un LPR qu'il a accepté, et on a retrouvé cette fois-ci une alvéolite beaucoup plus riche, avec une nette prédominance de polynucléaires éosinophiles et de lymphocytes, sans avoir les critères de pneumonie aiguë et éosinophile, manifestement encore une réaction inflammatoire intraparenchymateuse marquée, un bilan qui n'avait pas montré grand-chose, un patient qui avait une sérologie positive, un bilan auto-immun négatif. Et donc, on a également discuté de son dossier
en RCP, et on a conclu à l'indication à une corticothérapie qu'on a donc introduite à 1 mg kg avec une décroissance progressive au décours et une amélioration clinique assez rapide et finalement une amélioration fonctionnelle. Alors le patient avait été réévalué à 3 mois au milieu de cette corticothérapie, donc il y avait déjà une petite amélioration qui s'est confirmée 1 mois après, mais finalement après un plateau, quand on l'a réévalué à 5 mois avec toujours une dyspnée, encore un retentissement fonctionnel non négligeable et 85% de désaturation au test de marche. Et donc ce patient qui lui gardait des lésions fibreuses un peu plus marquées que la patiente précédente et surtout avait montré un palier là, dans sa récupération, on s'est dit que c'était un bon patient pour une inclusion dans le protocole Nintécor pour tester le nintédanib dans cette indication. Donc, vous voyez des évolutions. Alors ici, c'était 2 exemples assez caractéristiques de patients sévères ou qui avaient des séquelles marquées à distance. Bien sûr, la majorité des patients récupèrent bien. Comme ça a été évoqué dans ma présentation, j'ai décidé assez rapidement de mettre en place une cohorte prospective multicentrique de suivi de patients Covid atteints de forme sévère à très sévère de pneumonie. Il a fallu trouver des critères de sélection parce que indéniablement, on ne pouvait pas proposer le même suivi à tous les malades. Et donc, on a décidé de suivre les malades qui avaient été hospitalisés au moins 7 jours et qui avaient nécessité au moins 3 litres d'oxygène, avec un objectif d'inclure à peu près 500 malades dans cette cohorte, avec une évaluation systématique à 3 mois, que je ne détaille pas là, et puis des visites optionnelles, soit à M1, soit à M6 et M12 en fonction de l'évolution sur le bilan à 3 mois, avec donc une approche non interventionnelle basée sur les soins courants et donc centrée sur vraiment l'exploration fonctionnelle respiratoire avec tant que possible une évaluation de la double diffusion des gaz, le test de marche, le scanner bien évidemment, et puis également une évaluation des muscles respiratoires et des muscles périphériques, et puis des questionnaires de qualité de vie, et puis également d'essayer de recueillir tous les éléments de suivi de ces malades pour évaluer notamment la consommation de soins de santé générée par la Covid. La trajectoire de récupération de ces malades pour essayer finalement de préciser quels sont ces facteurs de risque d'évolution défavorable et également de juger de l'impact potentiel de nos interventions initiales ou secondaires sur l'évolution des malades à distance. Donc ce projet est financé par la Fondation du Souffle, que je remercie. Je vais vous présenter les principaux résultats de notre étude sur le site d'Henri Mondor, donc de mon hôpital, qui est un très gros centre en région parisienne qui a pris en charge un nombre très important de patients Covid. Donc on a revu, avec les critères que je vous ai présentés juste avant, 121 patients avec une prédominance à 3/4 d'hommes, un âge médian de 59 ans qui est assez cohérent avec les autres études. Et vous voyez ici une durée de médiane d'hospitalisation plus longue, 15 jours. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, près de 50% des malades qui avaient été transférés en soins de suite. Les patients étaient donc tous oxygénodépendants, sous oxygène seul dans un peu moins de 50% des cas, de la ventilation non invasive à peu près dans un quart des cas, et puis un peu plus de 25-30% de patients pris en charge en réanimation avec de la ventilation mécanique, voire de la circulation extracorporelle. Donc ces malades à 3 mois se plaignent de dyspnée. Alors c'est la dyspnée MMRC, c'est l'évaluation selon la MMRC. Donc en fait, parmi ces 54% de malades qui déclarent une dyspnée MMRC 0, il y en a quand même une proportion non négligeable qui se plaignent de dyspnée d'effort. Donc vous voyez qu'un nombre non négligeable de malades ont des dyspnées importantes à 3 mois. En termes d'anomalies scannographiques, on n'a pas réussi à avoir des scanners pour tous nos malades. Ces scanners étaient faits en médiane à peu près à 3 mois de la sortie d'hospitalisation. Vous voyez qu'il y a finalement une proportion assez faible de patients qui ont totalement normalisé leur scanner, un peu moins de 30%. Mais finalement, si on fait la somme des patients normalisés et subnormaux, on a
entre 45 et 50% des malades qui ont une très bonne évolution radiologique, un tiers des malades qui vont garder une atteinte modérée, et puis moins de 20% qui gardent des lésions dites importantes. En termes de retentissement fonctionnel, également à 2-3 mois de leur sortie, vous voyez les EFR normales que chez un quart des malades, plus d'un tiers des malades qui ont un trouble de la diffusion associé à un trouble ventilatoire restrictif, et 25% des malades avec un trouble de la diffusion isolé. Et quand on regarde la profondeur du trouble de la diffusion, vous voyez qu'il y a quand même 25% des malades qui ont une DLCO à moins de 60%. Je vous ai parlé de la rentabilité importante des explorations du sommeil. Je n'ai pas encore les chiffres sur les symptômes des malades, et vous voyez qu'on a plus de 25% des malades et qu'on a une très bonne rentabilité de diagnostic de syndrome d'apnée du sommeil, et le plus souvent sévère. Et donc, on aura prochainement le suivi à 6 mois. On avait programmé un suivi chez plus de 2 tiers de nos malades. Beaucoup de suivi fonctionnel, un peu de suivi, un suivi scanographique pour un petit peu moins de la moitié des malades. Et puis d'autres explorations guidées par les symptômes, et également des patients qui sont orientés pour des avis ou des consultations spécialisées, notamment en psychiatrie ou chez nos autres collègues spécialistes d'organes. Bon, dans la majorité des cas, les patients ils s'améliorent indéniablement. L'évaluation à 3 mois est probablement précoce. Il y a beaucoup de malades qui finalement reviennent à leur état de base entre 3 et 6 mois. Et j'espère avoir le plaisir de vous présenter ces données préliminaires au prochain congrès de pneumologie de langue française qui sera virtuel cette année. Et donc de ces travaux, on n'a pas encore toutes les données, mais voilà, nous on a un petit peu revu le suivi qu'on proposait à nos malades, donc aux malades hospitalisés, hein. Donc les patients hospitalisés en unité conventionnelle qui ont nécessité moins de 6 litres d'oxygène, on propose un suivi avec le médecin traitant dans les 3 mois qui suivent, avec une radio de thorax et une évaluation clinique. En cas d'anomalie persistante ou de dyspnée, le médecin traitant est invité à nous adresser le malade avec un contrôle de scanner. Et puis pour les autres, une évaluation systématique par un scanner, idéalement low dose, et une consultation avec des EFR. Pour tous les malades qui ont été pris en charge en unité de soins intensifs ou en réanimation, donc bref, avec de la ventilation non invasive ou de la ventilation mécanique. D'abord, chez ces malades, on insiste sur l'intérêt du soin de suite, bien sûr avec des difficultés pour l'admission de certains malades. On conseille de la réadaptation pour tous, mais je crois qu'il ne faut pas la limiter, comme je l'ai dit tout à l'heure, uniquement aux malades de réanimation. Ça tient également pour les autres. Et puis, ces malades les plus sévères, on les revoit systématiquement à 3 mois, et ici en hôpital de jour avec une évaluation plus poussée, en sachant que, comme je vous l'ai dit, à la fois les patients de réanimation et d'autres patients pris en charge en hospitalisation conventionnelle peuvent justifier une évaluation plus précoce. Et donc, c'est en général des patients qu'on a identifiés lors de leur séjour initial et qu'on va revoir entre 4 et 6 semaines après leur sortie. Voilà, et dans tous les cas, bien sûr, il y a le suivi ultérieur qui est proposé en fonction de l'évolution des choses à 3 mois. Donc, en guise de conclusion, les séquelles sont très fréquentes à court terme. On a encore peu de données à moyen et long terme. Il va falloir indéniablement un nombre important de patients pour pouvoir répondre aux questions pertinentes qu'on peut se poser. Donc, je pense que vraiment ces études multicentriques et les métacohortes ont plus de chances de nous donner des réponses pertinentes, notamment vis-à-vis du comportement de population particulière, comme je l'ai dit tout à l'heure, des patients atteints de pathologies respiratoires chroniques, immunodéprimés ou autres. Il y a bien sûr une place importante pour la recherche translationnelle. On a été un peu pris de court dans mon protocole pour pouvoir mettre en place ce protocole rapidement et inclure de la recherche plus fondamentale. Mais je sais qu'il y a des équipes qui sont sur le coup, et ça permettra indéniablement de mieux comprendre la physiopathologie de la maladie à moyen et long terme, et notamment pour tous ces symptômes de Covid long.
j'ai insisté, mais j'en remets une couche. Voilà, faut être vigilant chez les malades qui ont une évolution atypique. Il y a des diagnostics alternatifs et puis il y a des malades, comme je vous ai montré, qui peuvent avoir des évolutions qui peuvent nécessiter des interventions plus ou moins précoces à la phase aiguë ou bien à court terme. Donc voilà, faire bien attention à ça. Le suivi systématique, je pense qu'il a vraiment son intérêt. Il faut le personnaliser. Et vu le flot de malades qu'on a eu à gérer, on a dû faire des choix et globalement, je pense qu'ils ont été assez logiques. Il faut garder une approche globale et multidisciplinaire. Voilà, on a une équipe soudée avec les différents spécialistes de l'hôpital qui nous permet de répondre et d'organiser le suivi des malades sur les différents champs de pathologie qu'on peut être amené à rencontrer. Et puis, donc, comme je l'ai dit, il faut localement définir un parcours de soins qui va bien sûr donc dépendre de ces critères d'orientation en fonction de la sévérité ou de l'évolution des symptômes persistants. Il faut vraiment laisser une porte ouverte pour ces malades atteints de long Covid qui peuvent avoir d'authentiques pathologies. Et puis tout ça dépend bien sûr de nos moyens qui sont un petit peu restreints dans le contexte de la pandémie actuelle et de manière un peu chronique à l'hôpital. Voilà, je vous remercie de votre attention et puis je remercie toutes les équipes, tous mes collègues avec qui je mène ce travail et je suis disponible pour répondre à vos questions. Bien, merci Frédéric Schlemmer. Vous m'entendez? Très bien, oui. Vous nous avez fait un très bel exposé, très complet. Et puis je crois qu'il faut vous féliciter aussi, féliciter toute l'équipe avec laquelle vous travaillez parce que manifestement, il y a non seulement des études, mais il y a beaucoup de vécu derrière. Alors, si vous voulez bien, j'ai envie de vous poser d'abord une question en commençant par la fin. Et on reviendra sur le contenu après. Quand on vous entend, j'ai eu deux impressions un petit peu contradictoires. La première, c'est de dire, la Covid, c'est vraiment une saloperie, ça touche tous les organes, etc. Et puis ça laisse des séquelles, le long Covid et tout ça. Et puis après, en vous écoutant, certes, on n'a pas beaucoup de recul, mais j'ai l'impression que ce que l'on constate, c'est assez classique finalement. C'est-à-dire, quand vous dites qu'à 2 ou 3 mois, il y a des séquelles scanographiques, c'est ce qu'on voit dans les pneumonies communautaires ou des pneumonies non étiquetées. On est habitué à cela. Alors, est-ce que pour des patients, imaginons un patient qui ne rentre pas dans votre cohorte R2 Covry, un patient qui a été hospitalisé 3-4 jours, un peu d'oxygène, enfin, juste avant la cohorte, disons, qui vient vous voir en disant « je suis un peu essoufflé », etc. Alors certes, vous allez me dire qu'en tant que pneumologue, vous allez probablement déclencher des explorations, mais est-ce que vous êtes inquiet en voyant ce patient? Je ne crois pas qu'il faille être inquiet. Je pense qu'il faut d'abord rassurer les malades. On a les données que je vous ai présentées qui montrent que indéniablement c'est normal que les patients se plaignent de symptômes dans les suites, que l'évolution générale est quand même vers la récupération progressive. Mais voilà, tout dépend de l'intensité des symptômes et de ce retentissement fonctionnel qui peut s'observer. On a récupéré de manière anecdotique quelques malades qui ont présenté des formes légères à modérées et qui finalement ont évolué à bas bruit au domicile et qu'on a retrouvé avec le même type de séquelles qu'on pouvait voir chez nos malades sévères ou très sévères, mais ça reste quand même très anecdotique. Mais voilà, il faut savoir que ça peut exister. Je pense que le premier réflexe chez un malade comme ça qui va se plaindre, c'est de lui faire une radiographie thoracique et de voir déjà s'il y a des images ou s'il n'y en a pas. Et puis, s'il y en a, on complétera, on fera un scanner et on l'adressera au pneumologue avec des EFR. Mais voilà, il faut quand même, moi de mon expérience aussi parce que on a eu des critères un peu stringents, mais finalement on a revu aussi quelques malades qui avaient été hospitalisés moins longtemps avec moins d'oxygène. On a vraiment l'impression, et vous avez vu dans le choix du suivi ultérieur, on a quand même l'impression que les malades à moins de 6 litres, globalement, la plupart, la grande majorité récupèrent très bien à distance. Et après, c'est la récupération. Et qu'est-ce qu'on
est-ce qu'on tient compte des données objectives que sont le scanner, les EFR, et vous avez vu que, mine de rien, quand on les fait, on trouve un certain nombre d'anomalies, mais qui ne sont pas toujours corrélées aux symptômes, et à l'inverse, des malades qui récupèrent parfaitement bien et qui se plaignent encore d'un essoufflement, d'une fatigue très importante. Donc je crois que pour l'instant, il faut rester assez prudent et savoir explorer ces malades, pas non plus tomber dans des excès. Mais voilà, c'est un petit peu mon sentiment. Donc oui, globalement, on a l'impression que la majorité des malades récupèrent très bien, que ceux qui récupèrent mal, c'est pas une surprise, ils étaient très graves. Et il y en a beaucoup qui ont eu moins de chance et qui sont malheureusement décédés avec des atteintes qui n'étaient pas très différentes. Mais finalement, ce qui fait le problème, c'est le volume de malades, quoi. Parce que même s'il y a 10% des malades qui vont garder des séquelles ou chez qui on peut potentiellement améliorer la récupération, même si on ne sait pas si des corticoïdes ou ne pas en mettre, ça change fondamentalement à ce qui serait passé de toute façon à 1 an en termes d'évolution. On a un tel volume de malades que voilà, il faut être vigilant pour ne pas rater ces malades qui peuvent bénéficier de notre prise en charge et chez qui les choses peuvent être beaucoup plus compliquées si on est à 1 an. Est-ce qu'il y aura le même bénéfice de la réhabilitation, etc. Est-ce qu'il y aura eu des complications dans l'intervalle qui seront surajoutées, des décompensations de comorbidité, etc. Donc voilà comment je résumerai les choses. D'accord. Yves. Oui, merci beaucoup pour cet exposé très, très complet, comme disait Étienne, et très, très instructif. Je vais peut-être poser une question anodine, peut-être que je me trompe, en tout cas, c'est à vous de me le dire. Excusez-moi, dans le début de votre exposé, il m'a semblé qu'il y avait un effet sexe dans la proportion des malades, c'est-à-dire avec une certaine prévalence mâle. Par contre, au niveau des symptômes, au niveau de la durée des symptômes, il m'a semblé que les femmes avaient une tendance à être malades plus longtemps que les hommes. Est-ce que c'est une illusion ou est-ce que je me suis trompé ou pas? Effectivement, il y a dans la série sur les symptômes à long terme, il me semble qu'on était plus proche de 60-40 ou 55-45%. Bon, après, c'est une étude. Est-ce que les femmes, finalement, font plus la démarche d'aller répondre à ce type d'enquête que les hommes? Je ne sais pas. On a quand même un certain nombre de pistes physiopathologiques pour expliquer pourquoi les hommes sont plus touchés. Je ne m'aventurerai pas à dire que les femmes sont plus plaintives à distance, ou sinon, c'est qu'on va trouver une explication pour expliquer que les femmes sont plus à risque, au contraire, de faire des Covid longs que les hommes, même si elles sont peut-être moins à risque globalement de Covid. Mais comme ça, en tout cas, je n'ai pas d'éléments pertinents pour juger de ces petites variations. On voit bien que la proportion homme-femme peut varier entre les études. Dans notre cas, nous, on avait quand même 3/4 d'hommes, ce qui était un petit peu plus que les autres aussi. Donc, dans l'autre sens, ça ne m'a pas choqué comme ça. Personnellement, je n'avais pas relevé. Mais est-ce que de façon systématique dans les études, j'ai pas fait attention tout au long de, j'ai pas fait attention à ça tout au long de votre présentation, mais est-ce que de façon générale, dans les études cliniques, on sépare hommes et femmes tout le temps? Je ne crois pas que ce soit fait tout le temps, mais je pense qu'il faudra regarder. Après, c'est tout le temps mouliné dans les analyses statistiques, donc on peut bien imaginer que c'est une différence homme-femme et qu'elle est pertinente, elle est rapportée en principe. Oui, je pense qu'il faudrait faire attention à ça. Une dernière question rapide, rapide, je ne sais pas, mais une dernière question. Est-ce qu'il existe des modèles animaux de l'infection au SARS-CoV-2? Moi, je n'ai pas encore vu passer de modèle d'infection. Le singe, non? Mais je sais qu'il y a des choses qui sont en cours, mais après, j'ai pas encore vu passer d'études très poussées là-dessus sur des données. Pas vu grand-chose non plus. C'est pour ça que je vous pose la question, parce que vous êtes... J'ai vu un modèle passer il n'y a pas très longtemps, je crois, il me semble bien. Hein. Ah, d'accord. Je suis sûr que c'est en... Oui, c'est sûrement en route. En bonne voie, oui. OK, merci.
Mais parmi les questions de nos auditeurs, il y en a une qui concerne les corticoïdes, notamment les corticoïdes à distance. Vous en avez parlé un petit peu au début, puis après ça, dans les cas cliniques, vous avez dit, bah oui, il reste des images, etc., on met des corticoïdes. Donc, quand faut-il mettre des corticoïdes finalement? Je crois qu'il faut vraiment Je parle pas de la garder un fatigue. message assez simple, c'est-à-dire que c'est comme dans toutes les pathologies interstitielles pulmonaires, il y a des patients qui vont bénéficier des corticoïdes, d'autres qui ne vont pas en bénéficier, voire qui pourraient en tirer des effets négatifs. Je crois que on doit garder notre approche de pneumologue, ça reste une discussion de pneumologue, je pense, en fonction de l'évolution clinique, de l'aspect des images. Voilà, je suis peut-être plus pro-corticoïdes s'il reste du verre dépoli, des signes d'inflammation. J'ai pu voir des malades qui avaient encore des DH un peu augmentés, qui restaient très symptomatiques. Et surtout, vous avez vu par les deux exemples, c'est pour ça que je les aime bien ces deux exemples, parce que la sévérité globalement fonctionnelle, elle est la même. Les images, on peut toujours discuter, où il y en a peut-être un qui a plus de verre dépoli, qui s'est moins bien amélioré, etc. Mais dans cette discussion, on a bien sûr tenu compte du fait que la patiente de réanimation avait fait des complications infectieuses, etc., et qu'elle s'était très nettement améliorée au plan de l'imagerie, et même si elle a gardé un retentissement fonctionnel important. Mais voilà, quand on fait un lavage et qu'on trouve 95% de macrophages, on se dit quand même que le bénéfice de la corticothérapie est bien moindre que si on retrouve des lymphocytes et des éosinophiles, où on a quand même tendance à se dire que ce sera bénéfique. Maintenant, les corticoïdes, ils jouent sûrement sur cette composante inflammatoire. Après, j'ai pas vu les images se transformer. Oui, un petit effet sur le verre dépoli. Et voilà, on n'a pas eu d'évolution non plus spectaculaire. Hein. Mais par contre, les patients sous corticoïdes se sont sentis un peu mieux en 2-3 semaines. Voilà, mais même du jour au lendemain, parce qu'il y a l'effet des corticoïdes. Donc c'est quand même, il faut se méfier. Et si on donne des corticoïdes à tout le monde, les patients vont se sentir mieux. Mais est-ce que c'est bénéfique? Combien de patients on va rendre diabétiques? On va faire prendre du poids, etc. Donc c'est une discussion au cas par cas, mais qui doit intégrer voilà l'ensemble du tableau et l'évolution. Et je l'ai sous-entendu, mais voilà, on a aussi remis des corticoïdes à des malades avec des scanners faits quelques jours avant leur sortie, qui montraient des évolutions, quoi, en tout cas des images qui faisaient très pneumonie organisée, éventuellement un peu fibrosante, etc. On s'est dit que ces malades avaient vraisemblablement un bénéfice à garder des corticoïdes pendant quelques semaines à la suite de leur sortie. Et avec les corticoïdes, on a peut-être accéléré leur sevrage en oxygène. En tout cas, ceux qu'on a traités comme ça de manière précoce, quand on les a revus à distance, on avait l'impression qu'ils avaient bien récupéré par rapport à ce que... Tant que c'est pas organisé, tout ça, c'est difficile Oui. Mais Frédéric, je vais peut-être vous demander pour nos auditeurs de rappeler ce qui est validé du point de vue indication des corticoïdes en phase aiguë. Les corticoïdes sont, d'après les données de l'étude Recovery, sont recommandés chez les malades qui reçoivent au moins 3 litres d'oxygène. Les patients qui ne rentrent pas dans cette case ont une surmortalité, donc je crois que ça c'est la première chose. Ensuite, la corticothérapie elle est recommandée pour 10 jours et sur la base de 6 mg par jour de dexaméthasone. On a des expériences et notamment on a publié récemment une étude multicentrique rétrospective française, là où on a repris des malades qui avaient été traités par de la dexaméthasone, alors volontiers avec des doses un peu plus importantes, 20 mg par jour pendant quelques jours, puis 10 mg par jour, aussi une dizaine de jours, et on retrouvait globalement les mêmes résultats que Recovery. Il n'y avait pas d'effet bénéfique global, mais en sachant que c'est du rétrospectif, donc voilà. Mais par contre, on retrouvait effectivement ce bénéfice chez les malades qui avaient au moins 3 litres d'oxygène. Donc ça, on est sur des durées de corticoïdes assez courtes, 10 jours, en sachant que l'impression qu'on a eu aussi à faire de manière plus généralisée ces corticoïdes, c'est qu'on a vu des malades qui s'amélioraient, qui étaient éventuellement sevrés de l'oxygène ou qui s'étaient améliorés et qui avaient, à 10 jours, on avait arrêté les corticoïdes sevrés ou non de l'oxygène et qui seraient aggravés quelques jours après. Et chez un certain nombre de malades, on a repris les corticoïdes avec une évolution secondairement favorable. Voilà, je crois que la crainte qu'on avait au départ elle était beaucoup basée sur les données qu'on a avec la grippe, où voilà, il y a eu beaucoup d'études sur le bénéfice ou le risque de la corticothérapie et les choses n'étaient vraiment pas très claires
dans les pneumonies virales, même si voilà, on fait des corticoïdes à forte dose dans les grippes et des exacerbations de fibrose pulmonaire idiopathique, par exemple, même s'il y a une infection virale, parce qu'on sait que c'est ça qui va éventuellement faire sortir les malades, ou en tout cas les sauver. On a été un peu réticent au départ à le faire. Je crois que maintenant, il n'y a pas de doute sur le fait que il n'y a pas de risque très important à mettre des corticoïdes à la phase aiguë, mais qu'on ne sait pas encore, on n'a qu'une seule étude. On ne sait pas si cette dose de 6 mg, c'est la bonne. Est-ce que la durée est suffisamment longue? Est-ce qu'il ne faut pas adapter un petit peu au cas par cas en fonction de l'évolution des choses? Voilà, moi j'ai vu des malades qui avaient reçu cette corticothérapie pendant 10 jours et ça ne les a pas empêchés d'avoir des évolutions fibrosantes dramatiques et de mourir finalement de leur Covid après entre 2 et 3 semaines d'évolution. Donc c'est ce que je disais, c'est peut-être que ça améliorera l'évolution à distance, mais j'en suis pas certain. En tout cas, c'est pas la seule clé et de la même manière, on ne comprend pas pourquoi certains malades fibrosent et d'autres ne fibrosent pas. Et donc c'est vraiment important de mieux comprendre la physiopathologie de tout ça. Merci. Ben, écoutez, on va peut-être s'arrêter là. Je vais demander à Yves de conclure cette session. Ben, écoutez, je remercie tous ceux qui se sont joints à nous. C'était, comme Étienne disait, la 12e conférence depuis mars dernier axée sur la COVID. Il y a d'autres conférences qui s'en viennent. Si vous me laissez une seconde, je vais prendre mon calendrier. Je ne l'avais pas sorti. La prochaine conférence qui n'est pas une conférence COVID sera au mois de janvier, le 7 janvier, et c'est une conférence qui va parler des rôles physiologiques de l'oxygène et leur implication en pneumologie. C'est le professeur Anh Tuan qui va la prononcer. Mais le 21 janvier, non, excusez-moi, c'est pas le 21 janvier. Étienne, j'ai pas mon calendrier d'ouvert, je m'excuse, hein, j'ai l'air de patiner, là, mais... Je te regardais sans ouvrir le mien, mais je vais le faire. Excuse, hein, je le fais tout de suite. Alors, voilà, le 21 janvier, c'est encore une conférence d'actualité. On n'est pas dans la Covid. Médecine personnalisée en pratique pneumologique par Mounia Serraj. Et le jeudi 4 février, c'est donc la prochaine visioconférence Covid avec Louis-Philippe Boulet, Joyce Dogba et France Légaré. Conférence intitulée « La décision partagée en santé respiratoire au temps de la Covid-19 ». Voilà. Et le 25 février, Hervé Maisonneuve qui nous fera un exposé sur la publication au temps de la pandémie Covid. Voilà les 3 prochaines conférences. Voilà, Yves. Oui, et peut-être pour ceux qui sont intéressés par d'autres sujets COVID aussi, il y a la Fédération francophone d'obstétrique et gynécologie, section Afrique, avec laquelle on a initié un partenariat. Mais là, ce n'est pas les jeudis, ce sont les mercredis. Et la première conférence, c'est mercredi le 27 janvier. C'est à 9h30 le matin, donc c'est pas tout à fait la même heure. En fait, c'est 16h30 pour vous à Paris, 9h30 en Amérique. Et le premier sujet, c'est exercice de l'obstétrique en période de COVID-19. Mais n'ayez de crainte, dans le prochain bulletin, ceux qui sont très familiers avec nos bulletins, tout ceci va être bien indiqué. Très bien. Merci. Eh bien, merci beaucoup, Frédéric Schlemmer, pour cet exposé. C'était très clair. C'était très complémentaire avec ce qu'on a vu en clinique avant. Vous avez fait référence à Bruno Cristalli qui nous avait fait un très bon exposé au mois de juin, mais ça date déjà d'un certain temps. Là, on a un peu plus de recul et c'était vraiment très bien. Un grand merci. Cette conférence sera disponible sur le site de l'AUF, sur YouTube, comme d'habitude. Merci beaucoup et à bientôt. Au revoir. Au revoir.